Allô? Oui? Hey, wow! Wow! Hey, calme tes nerfs, là! Non, non, non. Non, non, là, ça va pas, là. Non, moi, je t'invite, là. OK, garde. Là, je t'invite à appeler au SATAS. Oui, le SATAS. S-A-T-A-S. Ils vont pouvoir t'aider parce que là, moi, là, tu me racontes des affaires. Non, je peux pas t'aider. Moi, je veux pas être responsable de tout ça, là. Là, il faut que tu prennes tes propres responsabilités. Fait qu'appelle au SATAS. Il y a des accompagnants qui sont là, des intervenants qui vont être en mesure de pouvoir t'aider à pouvoir prendre une décision peut-être réfléchie ou à t'aider dans tout ton avancement, dans ton cheminement, là. Parce que là, c'est grave ce que tu me dis, puis moi, je peux vraiment pas t'aider là-dedans. Mais par contre, le SATAS va pouvoir t'accompagner. Tu vas appeler? OK, puis tu me redonnes des nouvelles, là. OK? Je suis avec toi là-dedans. OK, ciao! Chantal Essard, directrice générale du SATAS. Dites-moi, parlez-moi de la mission du SATAS au juste. Et qu'est-ce que ça veut dire l'acronyme SATAS? Bien, le SATAS, c'est le service d'aide et de traitement en apprentissage social. Et notre mission, c'est de mettre en place des programmes de prévention, sensibilisation et intervention en violence sous toutes ses formes, principalement en violence conjugale. Puis dernièrement, on a aussi le volet en violence sexuelle. OK. Quels sont les objectifs que vous voulez atteindre ou qui ont été atteints? Bien, en fait, si on avait atteint nos objectifs, il y aurait plus. On serait plus là. Nos objectifs, c'est vraiment d'aider les personnes qui viennent chercher de l'aide chez nous à développer des moyens alternatifs à l'utilisation de la violence, à développer des relations intimes qui sont satisfaisantes puis exemptes de violence, puis à développer vraiment des rapports égalitaires entre les personnes, que ce soit dans un couple ou à l'extérieur d'un couple. En fait, on traite l'ensemble des formes de violence, mais comme je vous disais, principalement la violence conjugale et les violences sexuelles. Le SATAS, il est régional, je pense. Oui, on a des services à la grandeur de la région. Ici, on était à Amos, c'est notre siège social. On a aussi un bureau d'intervention à Amos, Lassar, Val-d'Or, Rouyn. Donc, actuellement, on n'a pas de permanence au Témiscamingue, mais le Témiscamingue, on le dessert par la visioconférence à partir du bureau de Rouyn. OK. Pour terminer, quelle est la vision du SATAS? Bien, la vision du SATAS, si on atteignait cette vision-là, comme je vous disais, c'est comme si SATAS n'existerait plus. En fait, la vision, c'est d'éradiquer le problème de la violence, que ce soit dans les couples ou que ce soit dans n'importe quelle forme de relation interpersonnelle. Ça serait vraiment d'éradiquer le phénomène de la violence. Marie-Belle Jeté-Lheureux, vous êtes directrice au SATAS. Parlez-moi donc des services que vous offrez. Oui, en effet, on a plusieurs services. Je vais commencer avec le programme En violence. C'est un programme, dans le fond, qui vise à aider les personnes à reconnaître leurs problématiques de violence. Puis, ça va de 20 thèmes. On a plusieurs thèmes. Ça peut être la communication, la jalousie, ça peut être aussi l'impulsivité. Il y a plusieurs thèmes qu'on voit. Puis, quand que la personne nous appelle, il fait une demande d'aide. Nous, on va prendre le téléphone, puis on va prendre justement une rencontre avec lui. Puis, ça va être des rencontres individuelles, de 2 à 3 rencontres d'évaluation. Par la suite, si monsieur est admissible ou madame est admissible, parce qu'on fait également les femmes, s'ils sont admissibles, on va l'intégrer au groupe. Puis par la suite, il va faire le programme. Ensuite, en mi-parcours, on fait une autre rencontre individuelle pour évaluer son cheminement, si on doit faire des recadrages, s'il y a des ajustements à faire sur ses objectifs du SATAS. Puis par la suite, quand il a terminé le programme, on fait une autre rencontre individuelle justement pour voir les 3 objectifs du SATAS. Par la suite, on a également de la prévention qui se fait à la détention d'Amos. C'est seulement de la prévention qu'on fait sur la violence. Celle-là, il y a 9 thèmes, puis c'est avec les prévenus ou les détenus à la détention. C'est un autre intervenant qui va. Par la suite, on a également un groupe de soutien qui est seulement pour les hommes. C'est les hommes, ils viennent jaser quand que ça ne va pas. On peut parler de dépression, on peut parler également des problématiques de santé mentale. Ils viennent vraiment, les hommes, pour ventiler. Puis nous, on est là pour intervenir avec eux puis les soutenir. Par la suite, on a aussi notre nouveau programme de traitement à caractère sexuel.
Ça, c'est un groupe quand même qui peut durer de 18 à 24 mois, tout dépendant la durée, puis aussi l'évolution de la clientèle. Que ça, c'est la même chose, c'est des rencontres d'évaluation individuelles qui vont être faites au début pour être admissibles au programme. S'ils sont admissibles, après, c'est à peu près 5 à 6 rencontres d'évaluation. Par la suite, ils vont faire partie du programme, comme je le nommais, c'est 18-24 mois. Puis par la suite, il va y avoir des rapports et tout qui est en caractère sexuel. Une personne qui a des besoins particuliers, est-ce que pour venir au SATAS, il faut absolument être un détenu ou quelqu'un de la population qui n'a pas été arrêté, mais qui sent qu'il y a des problèmes, mais qui a besoin d'aide, est-ce qu'il peut venir au SATAS? Tout dépendant, là, comme vous me parlez de détenus. Ça, c'est vraiment notre programme qui va être à la détention qu'on va répondre à ce besoin-là. Par contre, nous, le programme en intervention sur la violence, présentement, c'est ça, c'est ceux qui vivent en communauté. Que tu sois volontaire ou non volontaire, nous, on va faire des rencontres d'évaluation avec eux. C'est là qu'on va évaluer est-ce qu'il est admissible à notre programme suite à nos critères ou non. Que peu importe, dès que tu reconnais que tu as une problématique de violence, ça peut être de la difficulté à gérer tes émotions ou plus d'impulsivité, bien nous, on va les aider, que ce soit volontaire ou non. Comment le SATAS fait une différence dans la communauté? Mais tout d'abord, on fait une grande différence parce que justement, on emmène des relations saines, que ce soit dans les relations interpersonnelles. Tu sais, on parle beaucoup de conjoints dans leurs relations amoureuses, mais ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi avec la famille, avec les enfants, qu'on fait vraiment une grosse différence. Juste à gérer des fois, juste gérer des émotions, c'est difficile, que nous, on va les aider à ce niveau-là. Puis, on fait beaucoup de prévention, on fait de sensibilisation. Puis, notre programme en intervention va aider justement à tous ces niveaux-là. Dernière question, est-ce que les programmes ont un coût? Il y a un certain montant, c'est selon leur salaire annuel. Ça peut passer de 5 à 50 $ de la session. Les évaluations sont gratuites, mais la plupart, c'est ça, qu'ils ont un coût qui est attitré justement pour les programmes en violence. Peux-tu me parler de ton expérience au niveau de la transgression, mais également allant à l'effet où ce que tu es allé te dévoiler aux policiers? Bien, moi, c'est plus un emprisonnement que j'ai eu, tout ça, qui a fait qu'après mon emprisonnement, ben là, j'ai une probation qui exige que je fasse le programme. OK. Au début, ben, je me disais pourquoi je le fais, je sais pas, tu sais, j'avais plus l'impression d'aller une perte de temps, mais au fil du programme, j'ai réalisé à quel point ça peut être bien fait. Là, j'ai pris le goût au programme. C'est quoi exactement qui s'est passé qui t'a amené à l'emprisonnement? Ben moi, c'est des événements qui sont passés en 2014, 2016, 2018, que la victime a porté plainte en 2020. Okay. Et qu'en 2022, ben là, j'ai eu ma sentence. OK. Puis là, j'ai rentré en détention parce que c'était des vieilles affaires que j'avais déjà un cheminement de débuter. OK. Mais il y avait beaucoup de blocages. Puis, tu sais, je suis quelqu'un qui était facile à trouver des portes de sortie, des raccourcis, puis pour fuir le problème. Tandis que l'emprisonnement m'a comme mis un mur en pleine face, puis me dire c'est dur. Puis, tu sais, on sait qu'à Sherbrooke, c'est tellement pas agréable comme environnement que tu n'as pas envie d'y retourner, fait que tu te poses des questions. Puis, comme moi je disais en dedans, tu as deux choix. Soit que tu t'arrives, tu te trouves que le train est long, ou tu prends une partie de ton temps pour des loisirs, puis l'autre partie, ben tu fais de la lecture. Moi je fais de la lecture sur des livres de psychologie qui peuvent me parler pour apprendre à me connaître, pour apprendre à connaître mes problématiques, pour être capable et qu'à ma sortie, ben, je cherche sur quoi pour travailler. Fait que moi, de ce choix-là, j'ai fait, puis c'est ça qui m'a fait. J'ai fait beaucoup de prise de conscience en dedans. Mais tu sais, comme moi, j'ai fait mon maximum de sentence, le 2/3. Mais après le 2/3, ben, j'ai réalisé que j'avais réussi à sortir mon 6e, ben, ça arrête quand même. C'était une porte de fuite trop facile. Là, 1/3, il y avait eu 50% des chances que ça porte fruit, 50% des chances que ça s'aille encore. Mais en ayant le 2/3, là-dessus, j'ai vécu un 3 mois et demi de transfert d'une prison à l'autre au Québec. Fait que l'expérience est assez négative, que tu t'arranges pour changer et éviter que ça revienne. Fait que tu t'es arrangé, toi, pour devenir, de changer l'aspect de ta vie pour que ça devienne un peu plus positif dans ta vie. Fait que donc, tu étais ouvert à ce changement-là? Oui, parce que moi, tu sais, j'arrivais, puis la conjointe que j'ai présentement, je disais, ben j'ai jamais eu aucune violence, puis tout ça envers elle. Mais en vérité, ben je réalise que
j'avais des comportements de violence, mais qui étaient sournois parce que c'était un peu de la violence psychologique. Ah. La violence qui est la plus sournoise, parce que ça paraît pas. Moi, je la contrôlais beaucoup, je l'infantilisais, je jouais comme au père. Fait que ça en est un type de violence, mais je m'en rendais pas compte. Puis on me le disait, ben non, puis je continuais, sauf qu'en faisant des prises de conscience tout ça en dedans, j'ai réalisé qu'il y a peut-être des choses à changer, parce que finalement, oui, j'ai eu de la violence. J'ai pas eu de violence physique ou de crier après de quoi de même, mais ça reste une violence pareille, la violence psychologique. Véronique Laliberté, intervenante en violence conjugale et sexuelle. Dites-moi donc, c'est quoi votre rôle et responsabilité au sein de SATAS? Bien, en fait, comme intervenante, mon rôle principalement, c'est d'accueillir, d'être en fait une espèce de guide avec la clientèle sur... parce que faire la demande d'aide, c'est pas évident. Fait que ce premier pas-là, c'est vraiment d'être dans l'accueil. Après ça, en cours de processus, bien là, mon rôle va être dans le cadre, dans la responsabilisation, d'aider en fait là, cette clientèle-là à avoir c'est quoi des relations qui sont saines, qui sont égalitaires, finalement, là, faire un peu tout ce processus-là avec. Comment est-ce que tu t'es sentie émotionnellement quand que, bon, de un, tu as été enfermé en prison, mais tu sais, ça faisait quand même un certain temps là, que l'acte avait été causé, puis là, en 2020... Ben, je te dirais que les 2 premiers mois, j'en voulais à la victime, tout ça. OK. Mais je te dirais qu'après ça, aujourd'hui, c'est sûr que la conjointe que j'ai présentement, elle aimerait pas ça, qu'elle m'entende dire ça, mais je trouve que c'est un cadeau qu'elle m'a fait. Parce que je sais pas si je serais rendu ce que je suis rendu aujourd'hui si j'aurais pas eu ça. Parce que, justement, j'étais professionnel dans le manipulage, contrôlage, puis trouver des portes de sortie, bloquer. J'avais pas la réceptivité que j'ai aujourd'hui, j'avais pas l'ouverture d'esprit que j'ai aujourd'hui. Fait aujourd'hui, ben, tu sais, façon de parler, j'aurais comme envie de dire merci, parce que, dans le fond, si j'aurais pas vécu l'emprisonnement, ben, j'aurais pas vécu. On dirait que tant que c'est pas assez rough pour moi, je veux pas comprendre. Alison Bédard, toi, tu es intervenante virtuelle. Dis-moi donc, c'est quoi ces services-là qu'on offre de façon virtuelle? Oui, bien en fait, les services sont les mêmes là, que les services qui sont offerts déjà depuis plusieurs années au SATAS. C'est juste qu'ils sont virtuels, en fait, pour pouvoir venir répondre aux besoins d'une plus grande clientèle. Du manque de main-d'œuvre, par exemple, on n'a pas d'intervenante qui est présente en Abitibi-Ouest et Témiscamingue. Donc, moi, en fait, je suis vraiment là pour pouvoir, en fait, offrir les services là, du programme d'intervention là, en violence auprès de cette clientèle-là. Puis, en même temps, c'est aussi pour couvrir certaines difficultés que des clientèles ont, comme, c'est en fait, aussi que l'option de se rendre, en fait, à nos bureaux n'est pas possible. Bien, en fait, là, il y a cette possibilité-là, finalement, c'est ça, pour répondre à un plus grand besoin. Alison Blanchette, tu es intervenante au SATAS, tout nouvellement intervenante ici. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait? Le fait que les hommes n'ont pas beaucoup de ressources en tant que telles destinées à eux, puis c'était une clientèle qui m'intéressait depuis très longtemps. Et c'est surtout au niveau de la violence, parce que je voulais faire une technique policière quand j'étais au cégep, mais finalement, je l'ai mis sur la glace pour aller en psychologie. Mais je suis revenue vers la clientèle plus judiciarisée, violence conjugale et tout. Toi, tu t'occupes d'un groupe de soutien pour les hommes. Oui. Comment ça se passe? C'est un groupe où on permet aux hommes de se ventiler pour les mettre à disposition qui vont être prêts à recevoir les interventions quand ils vont rentrer dans le programme de violence. Moi, c'est vraiment la portion violence que je vois, parce que la violence sexuelle, ça, c'est un autre projet, puis ils ne viennent pas nécessairement au camp. OK. C'est plus vraiment pour le programme de violence, ceux qui sont sur la liste d'attente, on les envoie vers le groupe de soutien pour qu'il y ait un soutien malgré la liste d'attente. Qu'est-ce que tu as appris avec l'accompagnement du SATAS pour comprendre un peu et changer ta vie, là? Ben, tu sais, je te dirais que ça m'a amené à découvrir c'est quoi que ça pourrait être les formes de violence, c'est quoi que mes comportements, tu sais, qu'est-ce qui pourrait peut-être causer que j'agissais d'une manière comme ça, ou que
Puis ça m'a appris aussi à mieux me connaître, mieux déterminer mes besoins, plus déterminer pourquoi que, comme moi j'ai des problèmes de contrôle, il faut que j'arrête, mais j'essayais de me contrôler pour arrêter de contrôler, puis c'est une roue qui est, là j'avais un lâcher prise à faire là-dessus pour venir à bout, que me donner le temps, puis moi j'étais quelqu'un que, pour moi j'existais pas, je me donnais corps et âme pour tout le monde, mais moi je comptais pas. D'apprendre à mettre mes limites, d'apprendre à. Puis c'est de rajouter des outils dans mon code d'outils pour être capable de réagir aux situations de vie de manière convenable. Rosalie Bernèche, intervenante en violence sexuelle. Dites-moi, comment est-ce que vous travaillez avec les auteurs à caractère de violence sexuelle? Oui. Fait que, en fait, moi, le programme avec qui je fais avec Véronique à Amos, on s'occupe vraiment d'un programme de traitement psychologique. Fait que c'est la psychothérapie qu'on fait. C'est un programme qui dure de 18 à 24 mois habituellement, tout dépendamment de la problématique, de la motivation, de l'engagement de la personne. On a autant des gens qui sont obligés de le faire, si on veut, parce que ça fait partie de leur parce qu'ils ont été emprisonnés, puis... Ça fait partie de leurs conditions ou tout ça. Okay. Mais même si les gens sont obligés, là, entre guillemets, de le faire, ça veut dire que ça fait partie de leurs conditions, nous, on a quand même des critères d'admissibilité au programme. Ça veut dire qu'il faut que les gens montrent quand même un minimum de responsabilisation, de reconnaissance de ce qui a été fait au niveau des gestes, des comportements. Il faut qu'il y ait aussi un certain désir de changement, une motivation à quand même aller vers d'autres choses. Fait qu'une fois qu'on a ces critères-là de rassembler, bien, ce qu'on fait, c'est à raison d'une fois par semaine, un groupe de 3 heures. Fait que c'est un groupe de psychothérapie. Puis une fois par mois, on les voit en individuel pour poursuivre les mêmes objectifs. Là, en individuel, on se permet d'aller un petit peu plus pointu, ce qu'en groupe, des fois, on n'a pas l'opportunité de faire. Puis on travaille vraiment, en fait, sur l'aspect de la responsabilisation, d'aller reconnaître leurs facteurs, justement, de risque, leurs facteurs de protection, reconnaître les éléments qui font partie de leur chaîne délictuelle pour s'assurer de prévenir la récidive, en fait. Fait que, autant au niveau des relations interpersonnelles, d'aller voir les distorsions cognitives, l'éducation sexuelle, résolution de conflits, gestion des émotions, c'est toutes des thématiques qu'on aborde au travers de tout ça. Quand on parle à caractère sexuel, c'est quel geste qu'on pose? Bien, vraiment, quand on parle de transgression à caractère sexuel, c'est n'importe quel geste, justement, ou comportement qui vient vraiment à l'encontre de l'intimité d'une autre personne, ou de l'intégrité d'une autre personne. Fait qu'autant un geste d'exhibition, par exemple, même s'il n'y a pas de contact physique, on parle quand même d'une transgression à caractère sexuel parce qu'on est venu transgresser l'intégrité de la personne qui a reçu ce geste-là, même si on n'a pas été touché. Fait que, ça va autant de, justement, de l'exhibition à une agression sexuelle, par exemple. Au niveau des comportements, c'est très, très large. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui était dans une situation similaire à toi? Puis, de ce que tu as compris aujourd'hui? Moi, je dirais que ça passe, parce que c'est fun, c'est ça, c'est que tu abordes 20 thèmes différents. Oui, il y a des petites choses qui reviennent, c'est commun 20 thèmes, mais ça t'emmène, même si tu n'as pas eu de comportement de violence en tant que tel ou de quoi de même, de ne pas t'écouter, de ne pas mettre tes limites, c'est un peu de violence que tu fais à toi-même. Puis, ça te permet de développer des outils pour être capable de ne pas avoir peur de la réaction des autres si tu mets tes limites. Puis, ça donne des outils, puis parce que pour mieux prévenir que guérir, comme on dit, d'arriver puis de faire ce programme-là, tu n'es pas obligé d'être rendu à l'avoir fait. Ce programme-là, si tu as de la misère à identifier tes besoins, de la misère à identifier tes émotions, tes sentiments, ça peut aider pour éviter que, parce que comme on dit, ce qui cause la violence, c'est que tu accumules, puis c'est comme un ballon qui, à force d'être gonflé, il explose, c'est ça. Mais tu sais, il y a moyen de prévenir avant. Si on s'aperçoit que, il n'y a pas... je suis pas capable d'identifier mes besoins, ou je suis pas capable de mettre mes limites, ou je me respecte pas moi-même, puis je me donne corps et âme parce que j'ai peur de la réaction des autres, ça passe peu. Tu n'es pas obligé d'avoir commis de la violence pour faire le programme, pour que ça soit efficace. Je pense que pour terminer, tu avais des remerciements à faire. Moi, c'est sûr que ce que je remercie, c'est que Véronique, moi, c'est Véronique qui me donnait le programme, tout ça. Elle va être disponible autant. Si tu envoies tu laisses un message sur téléphone, quoi de même, tu as besoin de jaser, elle va être là. Durant les soirées de rencontre, tu sais,
elle ira pas avec, en douceur, ben pas, elle ira pas elle non plus, mais je veux dire, c'est qu'elle va être là pour t'accompagner, pour te supporter, puis son but, c'est pas de te blesser, mais de t'aider justement à voir plus clair dans ta situation. Puis... Est-ce que tu peux me partager une histoire de réussite ou un effet marquant? Oui. En fait, moi, je dirais que la plus grosse réussite ou l'effet le plus marquant, c'est vraiment le fait qu'on réussit à avoir des gens dans nos services à faire justement ce cheminement-là. Ils veulent. Ils veulent, c'est ça. Même s'il y a l'obligation de le faire, bien, comme que je disais tantôt, si le seul fait que tu fais le programme, c'est que tu es obligé, ben, on ne va pas te conserver dans le groupe. Fait qu'on réussit à justement créer un lien thérapeutique, faire une relation de confiance avec ces personnes-là qui veulent vraiment cheminer. Moi, je pense que c'est ça la plus grosse réussite. Ouais. Émilie Poirier, intervenante en violence conjugale. Explique-moi donc les principaux défis auxquels sont confrontés les auteurs à transgression à caractère 2. Dans le fond, on parle beaucoup du cas de la masculinité qui est très présent chez notre clientèle, l'orgueil, la difficulté à se dévoiler face à des inconnus et tout. Les moyens qu'on met en place, c'est bien d'accueillir la personne qui demande de l'aide, en fait, là, lors de sa demande d'aide. Donc, on l'accueille bien là-dedans. OK. Ça, c'est un des défis. Est-ce qu'il y en a d'autres défis? Oui, il y a la pénurie de main-d'œuvre, dont tout le monde en entend parler, effectivement. Dans le fond, il y a plusieurs choses que nos employeurs y mettent en place, soit la gestion du stress qui est encouragée par la formation, la supervision. On a mis en place depuis 3 ans une journée annuelle du bonheur qu'on appelle, où est-ce que le bonheur des employés est mis de l'avant, prendre soin de soi et tout. Effectivement. Et il y a aussi une mise en place de prise de rendez-vous via Internet, par une plateforme Internet. Tu me parlais de ton expérience. Qu'est-ce qui t'amène au SATAS, toi, à effectuer un programme en tant que tel? Ce qui m'a amené à aller chercher de l'aide avec SATAS, ça a été que moi, j'ai commis une transgression dans le passé. Puis, en fait, j'avais vraiment de la misère à vivre avec ça. Puis, j'en suis venu aller chercher de l'aide, aller me dénoncer, aller voir les policiers. Puis les policiers, ils ont une travailleuse sociale qui m'a orienté vers les services de SATAS. Comment ça s'est passé pour toi? Tu dis que tu es allé te dévoiler aux policiers. Comment tu te sentais avec cette décision d'avoir pris, dire bon, je peux plus vivre avec ça, je vais aller voir les policiers puis je leur en parle? C'est sûr que sur le moment, j'étais en grande détresse, je filais vraiment pas bien du tout, mais ça a été très dur, mais par la suite, plus ça a avancé dans le processus, plus que j'ai pris responsabilité pour ce qui s'était passé. Puis je me suis vraiment senti soutenu par les professionnels. Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui t'ont soutenu dans ta décision? Oui, ma famille m'a beaucoup soutenu, les thérapeutes aussi. Je consultais d'autres thérapeutes différents avant d'en venir à SATAS, puis ils m'ont beaucoup soutenu là-dedans, d'aller chercher de l'aide. Ça m'a grandement aidé. C'est quoi le point d'ancrage que tu as eu en venant au SATAS? Le point d'ancrage, ça a été vraiment l'humanité dans les thérapeutes. J'ai vraiment créé des bons liens, je me suis senti soutenu, je me suis senti écouté, pas jugé. Ça allait vraiment me faciliter à aller chercher de l'aide puis à foncer dans ce processus-là. C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées autour de ton parcours, du moment où tu t'es dénoncé jusqu'au SATAS? Les difficultés, ça a été beaucoup l'acceptation. Si on parle de soutien, comment est-ce que vous les soutenez? On les appelle les auteurs, je pense, chez vous. Oui, en fait, auteurs de violence ou auteurs de transgression à caractère sexuel. Le soutien qu'on apporte, en fait, ça commence par un processus d'évaluation en individuel. On va prendre le temps avec les gens qui arrivent ici de voir, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, d'accueillir tout ça pour après ça, peut-être travailler et déconstruire qu'est-ce qu'il y aura à... Des fois, il y a de l'éducation qui est à refaire, des fois, on parle de choses qui datent peut-être d'il y a plus longtemps, qui doivent être... là, on parle plus de psychothérapie, qui peuvent être à faire, ça c'est plus avec les auteurs de transgression sexuelle. Le soutien après ça va se poursuivre en groupe.
Fait qu'en fait, là, nos traitements, nos groupes d'intervention se déroulent tous en groupe là, de 6 personnes environ. Fait qu'une intervenante, dans le fond, accompagne la personne, lui donne les outils nécessaires et des fois, peut-être, qui ont des besoins encore plus profonds où on a besoin d'un psychologue, psychiatre et autres. Ben oui, ça peut être une possibilité. Donc, dans nos 2 services, celui en violence comme tel, bien, si c'est le cas qu'on se rend compte qu'il y a des besoins plus en profondeur, après ça, on va accompagner le client vers un processus avec un psychologue, psychothérapie. Pour ce qui est là, du volet de violence sexuelle, bien, en fait, on a 2 personnes qui peuvent pratiquer là, la psychothérapie, donc ça se fait ici. C'est un processus qui est beaucoup plus long, on parle de 18 à 24 mois pour les auteurs de transgressions à caractère sexuel. Les difficultés, ça a vraiment été de l'acceptation, d'accepter que j'avais besoin d'aide, puis d'accepter que c'était ma réalité. Ça a été très difficile, là, surtout au début. Plus que ça allait avancer avec l'aide des thérapeutes, c'est devenu... j'ai commencé à accepter ça, puis commencer à avancer, puis avoir plus de force pour travailler sur tout ça. C'est-tu des événements du passé qui t'ont amené à transgresser? J'oserais pas justifier ma transgression sur des événements du passé, mais je pense que certains événements peuvent expliquer le fait que j'en sois venu jusqu'à faire ça. Mais c'est pas mal ça. Est-ce que tu t'es senti apeuré à un moment donné dans ton parcours, là, de ton cheminement là, actuel? Oui, jusqu'à temps d'être prise en charge, là, je me suis senti vraiment apeuré. Là. J'étais pas sûr là, de faire la bonne chose. J'avais peur d'être jugé, qu'on rise de moi. Mais dès que j'ai été pris en charge, là, j'ai vraiment pas regretté, puis ça a vraiment changé ma vie. Là. Qu'est-ce qui a changé, justement, dans ta vie? Ce qui a changé ma vie, ça a été l'aide, le support que les thérapeutes m'ont apporté. Là, ça a vraiment là, totalement changé là, ma vision de voir les choses. Là. Puis dans ta vie d'aujourd'hui, comment ça se passe? Comment ça se passe? Ça va super bien. J'ai une famille qui m'aide beaucoup, j'ai une blonde qui m'aide beaucoup là-dedans. Puis je consulte souvent, là, j'ai recours au service de Satos là, beaucoup là, depuis qu'on a entamé là, le processus. Peux-tu me parler d'une réussite qui s'est passée dans ta vie? Une réussite, ça a été vraiment là, l'acceptation, puis d'être capable, je pense, d'avouer puis d'aller chercher de l'aide. De me dénoncer par moi-même, là, ça m'a vraiment, là, ça m'a fait du bien. C'est sûr qu'au début, là, je vivais pas bien de ça, là, mais par la suite, là, que j'ai été pris en charge. Là, ça a vraiment... Là, tu te sens comment, là? J'ai de la misère encore à dire que je me sens bien. C'est sûr que j'ai fait des choses pas correctes dans ma vie, qui sont dures à vivre, mais je suis très satisfait de l'aide qui m'est apportée, puis ça me fait plaisir là, de pouvoir compter sur eux. Comment est-ce que vous voyez l'impact dans ton travail sur les auteurs à caractère dans la communauté? Bien, en fait, l'impact premier, je pense, c'est de commencer par se dire qu'il faut qu'on fasse la différence entre le comportement puis la personne. Puis ça, c'est la première étape, je pense, autant pour notre clientèle que pour la communauté qu'on a à travailler. Parce que si on croit au potentiel de changement des gens, c'est qu'on est capable de faire cette distinction-là. Donc, on va travailler le comportement, on va voir avec la personne comment ce comportement-là peut se modifier, comment il peut avoir de nouveaux comportements. Mais si on se dit, bien, il n'y a aucune possibilité de changement, le comportement et la personne sont uniques, puis il n'y a rien qui peut changer là-dedans, là, ça serait plus difficile. Fait que je pense que ça, c'est un gros impact, autant chez les gens qui viennent que faire connaître notre service, puis peut-être déconstruire un peu ce préjugé-là qu'il peut avoir par rapport à la clientèle qui vient dans nos services. En avez-vous eu des cas où vous avez dit « c'est impossible, on ne peut pas travailler avec l'individu, il est fermé, il n'est pas capable d'avancer avec les services que vous offrez ». Bien, ça peut arriver, mais souvent, ce qu'on se dit, c'est que c'est là, en ce moment, la personne n'est pas en mesure d'avancer. OK. Parce qu'il faut, oui, c'est sûr, pour être capable de faire la distinction entre le comportement de la personne puis travailler ce comportement-là, il faut que la personne elle ait un minimum d'ouverture à le travailler. Puis, dans les cas où c'est arrivé que le client n'est pas prêt,
ben il y a d'autres options en attendant. Ou des fois, on va juste retourner la personne vers le premier intervenant qui l'a référé ici pour dire, ben on va travailler cette reconnaissance-là, cette responsabilisation-là. Puis après ça, il y a toujours temps après ça de faire le processus avec nous. Ouais.